Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce second webinaire de ce matin concernant le cloud. Je vais donc vous présenter la plateforme cloud hybride qu'Enerbe vous propose. Alors la particularité de cette plateforme, tout d'abord, c'est son single portal access, c'est-à-dire qu'au sein d'un même portail, vous allez pouvoir accéder à différents clouds qui sont le cloud privé Enerbe, mais également une série de clouds publics, Azure, Amazon, IBM Cloud et bientôt Google Cloud, donc qui vous permettra de faire abstraction des différents portails de ces clouds publics et d'y accéder au sein d'un portail unique. Alors, ce portail unique, il est bien sûr basé sur le Cloud Management Platform du leader mondial de la virtualisation qui est VMware, et donc basé sur Verialize Suite qui se compose d'un certain nombre de modules. On a VERA pour la partie Verialize Automation, on a VERO pour la partie Orchestrator, on a VEROPS pour le monitoring de la plateforme, on a Verialize Logging Site qui est un repository central de gestion des logs, et on a également VRB qui est Verialize for Business qui va nous permettre d'avoir une vue financière, une vue sur la consommation de ces différents clouds. On a bien sûr mis en place une gestion de multi-tenants puisque nous sommes un cloud provider. On a donc chaque client a son propre tenant au sein du cloud privé, mais également des souscriptions particulières au niveau des clouds publics. Et on a bien sûr mis en place une gestion de sécurité à différents niveaux, que ce soit au niveau infrastructure, mais également au niveau portail, au niveau plateforme, qui est là à ce moment-là géré de manière logique. Ce que l'on vous donne également, c'est la possibilité de créer votre propre utilisateur de manière autonome au sein du portail. Vous allez être à même de créer l'ensemble de vos collaborateurs au sein du portail. La ségrégation des tenants, comme vous le voyez représenté dans les différents carrés bleus, chaque carré bleu correspond au tenant d'un client. Donc le tenant d'un client, il est sécurisé par un firewall Palo Alto. Et au sein du tenant, le client a le loisir de créer ses propres VLAN avec accès ou pas vers l'Internet, suivant que le client souhaite créer des zones DMZ ou des VLAN internes à son organisation. Au sein de ce firewall Palo Alto, vous allez être également à même de gérer l'aspect sécurité. Si vous souhaitez faire de la microsegmentation et contrôler l'adressage ou la communication de certaines VM vers d'autres VM, cela va se faire au niveau du Palo Alto à l'aide d'une console qui est Panorama et qui va vous permettre, au travers du portail, d'accéder à Panorama et se dire, soit je veux uniquement visualiser ce qui se passe et la configuration se fera par les équipes techniques d'Enerbe. Si vous avez des équipes techniques à même à paramétrer les Palo Alto, vous serez à même, au travers de la console Panorama, de définir par vous-même certaines règles. La connexion donc vers les clouds publics se fait également par l'installation d'un Palo Alto au sein de chaque cloud public, ce qui va vous permettre au sein de Panorama d'avoir une vue complète du trafic entre le cloud privé Enerbe, mais également vers les clouds publics pour lesquels vous avez donc effectué des souscriptions. Le carré orange sur la droite vous permet de visualiser toute la partie NRB, la partie Cloud Management Platform. C'est là où on va retrouver tout l'écosystème de Verialize, mais on va également retrouver toute une série de serveurs additionnels qui vont nous permettre de vous proposer certains managed services sur vos VM. Et donc, tout cet ensemble de VM sont bien sûr également sécurisés au sein donc, du data center NRB via ce Palo Alto, ce firewall Palo Alto. Une des particularités également au niveau de votre tenant, c'est que on effectue du netting, ce qui permet à chacun des clients d'élaborer son plan d'adressage sans avoir d'impact sur les autres clients se trouvant au sein de notre cloud privé.
Alors, vous avez une petite vue schématique, hein, les différentes particularités du data center. Donc, on va d'abord parler du cloud privé NRB. Le cloud privé NRB est constitué de 2 data centers qui est complètement résilient, connecté avec de la fibre noire, ce qui nous permet d'avoir une latence minime, hein. Et ce qui nous permet, au niveau de stockage, de vous proposer un RPO de 0, étant donné que nous avons des baies full flash au sein des 2 data centers qui sont en mode synchrone, ce qui permet, en cas de désastre, de récupérer vos données dans le second data center sans avoir aucune perte de données et donc un RPO de 0 au niveau du stockage. Au niveau du compute, on se base sur des blés de Cisco UCS qui sont installés en haute disponibilité. Donc, encore une fois, au sein d'un même data center, on a par exemple une blé qui subit une panne, et bien l'ensemble des VM est automatiquement transféré vers une autre blé par le processus haute disponibilité de VMware. En cas de désastre d'un data center, eh bien on a Site Recovery Manager de VMware qui vous permet de définir des plans pour les VM que vous souhaitez en mode répliqué. Eh bien, il y a la possibilité de définir des plans DR, bien sûr par client, mais par client d'avoir plusieurs plans DR en fonction de l'ensemble de vos applications critiques que vous souhaitez définir au sein de plans distincts. La connectivité donc vers les clouds publics, elle peut se faire suivant différentes manières. Soit on a un site-to-site VPN, mais on peut également établir une express route avec Azure. On a du Direct Connect, on a de l'IBM VPN pour IBM Cloud. Et donc, en fonction de le flux de la rapidité ou de la volumétrie que vous souhaitez entre les connectivités des clouds publics et le NRB Private Cloud, on a différents types de communications qui vous sont donc proposés. Je vous parlais tout à l'heure d'un cloud, d'un portail unique. Et donc, chaque client va pouvoir accéder à NRB suivant une adresse HTTPS unique next.nrb.be. Et donc, dans ce portail, on va retrouver différentes tuiles et les tuiles sont dynamiques client par client. On pourrait très bien avoir un client qui n'a pas de private cloud, mais qui a du mainframe, par exemple. Eh bien, ce client peut également accéder au travers de ce portail pour différents services. Pour les clients Next, on a bien sûr la tuile principale qui est Cloud Management Portal, qui va permettre d'accéder au catalogue de services de Library Cloud. Et au sein de ce catalogue de services, on va retrouver les familles de services qui vont permettre de construire des VM en différents modes. Hein. Il y a son mot de passe, on va voir cela par la suite, et d'effectuer différentes opérations. Vous avez une seconde tuile qui est le Tunnel Master Data Network qui va vous permettre d'avoir une vue sur l'ensemble de vos VLAN, sur les adresses IP prises par vos différentes VM. Donc c'est un IPAM qui est géré sur un produit Infoblox et donc vous avez au travers de cette tuile la visualisation de l'ensemble d'utilisation de l'existence des VLAN et de l'adressage IP. Et ça va vous permettre également d'avoir une vue sur les master data de votre tenant. Vous allez pouvoir visualiser toutes les fenêtres de patching que vous souhaitez pour le service patching. Vous allez pouvoir gérer tout cela au travers de cette tuile. La tuile Firewall, eh bien, donc c'est l'accès à la console panoramale qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos firewalls Palo Alto, la gestion de la sécurité, etc. On a une fonctionnalité file transfer, donc c'est basé sur un repository Nexus qui va vous permettre de downloader ou de uploader, donc de transférer de votre data center on-premise ou de vos serveurs on-premise différents types de fichiers. Alors ça peut être des EVA qui va vous permettre de construire des machines au sein de Library Cloud sur base de vos propres EVA. Ça peut être des fichiers ISO pour faire un monde d'un ISO sur une VM existante ou également de créer une machine à partir d'un ISO. Ça peut être un ensemble de scripts
que vous souhaiteriez qu'il soit exécuté à la fin du processus de construction d'une VM. Vous avez des scripts propriétaires que vous souhaitez voir exécutés par le workflow de création de la VM. Eh bien, il y a une série de blob space au sein du repository qui vous permet de stocker vos différents types de fichiers. Vous aurez également un accès à la CMDB. Donc, on a une CMDB et un outil ITSM qui va vous permettre de consulter l'ensemble de vos CI et le détail des machines qui ont été créées à l'aide du portail. Vous allez également avoir la possibilité de créer des incidents. Vous avez également la possibilité de créer des SRQ pour toutes des opérations qui ne seraient pas automatisées au sein du portail, mais qui seraient exécutées en mode industrialisé par nos équipes techniques. Donc, il y a un catalogue de services SRQ qui est défini lorsqu'on définit le contrat, et ce catalogue de services est accessible donc au travers de l'outil ITSM. Vous avez également un service delivery manager repositoriste, un SharePoint, qui permet, avec votre SDM, de partager certains documents et qui va permettre à l'SDM également de publier la facture de fin de mois, le reporting de fin de mois, les rapports de performance qui seraient issus de l'outil de monitoring. Tout cela peut être géré au sein d'un SharePoint. Il y a donc un user guide en ligne. Il y a également la connective vers l'outil de monitoring qui est Science Logic, qui va vous permettre de visualiser vos dashboards standards, mais qui va également permettre de créer des dashboards customisés à votre demande, qui seront accessibles à partir de cette tuile. Et la dernière tuile, donc, qui est le Self-Service User Account Management, qui va vous permettre en self-service resetter un mot de passe, qui va permettre de changer un mot de passe à l'expiration d'un mot de passe. Donc, vous serez averti par mail que votre mot de passe va expirer dans un mois, dans 15 jours, dans une semaine, et vous aurez le loisir d'effectuer donc le reset de ce mot de passe en mode self-service. Donc ça, c'est ce qui constitue le portail unique, et ces tuiles donc sont dynamiques en fonction du contrat que l'on a avec chacun des clients. En termes de catalogue de services, donc on commence par du IaaS, on fournit de l'infrastructure as a service. Donc au niveau du IaaS, vous allez pouvoir, en ce que l'on appelle le Day One Operation, au sein du catalogue de services, vous allez pouvoir provisionner des machines virtuelles. Provisionner des machines virtuelles, la valeur ajoutée d'NRB, c'est de vous proposer des services additionnels, ce qu'on appelle des services managés. Et donc, en termes de services managés, vous avez l'antivirus, le patching, le monitoring. Vous avez également l'option backup. Et il y a pour le IaaS une option qui est Basic Care, qui est un soin basique, qui permet en Basic Care qui est un bundle des 3 managed services, mais qui va permettre également de vous offrir un service en dehors des heures ouvrables, donc en Extended Business Hour ou en 24/7. En Day One Operation, vous pourrez donc créer vos VM à partir de vos propres templates, vous pouvez importer des machines, vous pouvez transporter une machine, demander qu'une machine soit transférée vers un autre data center. On vous propose également de l'object storage. On vous montre également, il y a dans un menu VRB donc la possibilité de visualiser, de consulter toute la partie financière et la partie consommation en termes de nombre de VM, de nombre de vCPU, de VRAM, etc. Et vous avez également l'accès, puisqu'on parle d'un hybrid cloud, au catalogue de services des clouds publics. Donc vous pourrez également demander la création d'une VM sur Azure ou sur Amazon ou sur IBM Cloud et d'effectuer donc différentes opérations. Il y a également ce que l'on propose, c'est un load balancer. Donc vous avez la possibilité de demander à la demande donc la création d'un load balancer qui est basé sur la technologie F5. En mode PaaS, Platform as a Service,
ce que l'on va vous proposer, eh bien, c'est le mot de passe operating system, mais avec l'ajout d'un middleware ou d'un runtime. Donc en runtime, on va vous proposer du runtime DB, que ce soit du Microsoft SQL, du Postgre, du MySQL. Et en middleware, il y a tout un catalogue de middleware qui est proposé, si vous voulez, du Tomcat, de l'Apache ou du WebSphere. Donc il y a un catalogue assez riche de middleware qui est proposé, qui n'est pas encore actuellement tout à fait automatisé, mais qui est en cours d'automatisation dans la roadmap. On verra plus tard ce qui est prévu. Donc le mot de passe, contrairement au mode IaaS, nous sommes administrateurs de la machine, puisque c'est une plateforme, et nous allons gérer pour vous toutes les alertes issues du monitoring, et nous allons donc de manière proactive effectuer toutes les actions nécessaires pour que cette plateforme soit up and running 24 heures sur 24, en évitant au possible tout incident. Aussi bien en mode IaaS qu'en mode passe, on a donc toute une série d'opérations qui vous sont disponibles. Donc, si on pouvait revenir juste au slide précédent, 2 petites secondes. En secondary operation, donc sur une machine existante, vous allez pouvoir redimensionner par vous-même la machine, ajouter du vCPU, ajouter de la RAM, étendre des disques existants, ajouter des disques complémentaires. Vous allez pouvoir démarrer, arrêter, redémarrer une VM. Vous allez pouvoir ajouter des cartes réseau sur une VM existante. Vous avez également accès à cette VM au travers du portail. Vous pouvez avoir accès au BIOS de la VM. Vous pourrez gérer les backup policies. Donc, si vous avez demandé l'option backup et que vous souhaitez changer la police de backup en second operation, ce sont toutes des opérations qui sont possibles. Et vous pouvez également attacher et détacher un ISO sur une VM existante. Donc, toutes ces second operations sont accessibles aussi bien en mode IaaS qu'en mode pass. Alors, en mode pass, ce qu'on vous propose, que Simon vous disait lors du webinaire précédent, donc on a développé un blueprint composite qui permet de déployer un OpenShift as a service. Donc, ce que l'on va faire, on a un blueprint qui vous propose un Bastion Node, un Bootstrap Node, des master nodes, des workers, de l'infranode. Et vous pouvez sizer par vous-même le nombre de workers, vous en voulez de 2 ou de 3 jusqu'à 40, pareil pour les infranodes, le sizing de la RAM, du vCPU, etc. pour chacune des VM qui constituent les nodes. Vous allez pouvoir dimensionner cela par vous-même. Et après 1h30, eh bien, vous avez votre cluster OpenShift qui est up and running. Et à vous, à ce moment-là, de rentrer dans l'écosystème en tant que tel d'OpenShift et de configurer tout cela à loisir. En termes de big picture, donc si on veut faire un petit résumé de cela, donc au centre, on a bien sûr notre portail unique. Et donc, on a les services généraux, IaaS, PaaS et bientôt du SaaS également. On a l'ensemble des services managés. On a parlé d'antivirus, de patching, de monitoring, de backup, avec des disponibilités non seulement en business hour, mais en extended business hour et 24/7. On a la partie gouvernance sécurité, on a vu la ségrégation des tenants, la partie création des utilisateurs, il y a une AD qui est spécifique annexe, il y a un lien vers la DFS également, puis faire la fédération de services. Il y a toute la partie financial management, donc la possibilité d'avoir un reporting financier sur le terme de consommation. L'intégration des clouds hybrides, la connectivité au travers des API vers Amazon, vers IBM Cloud, vers Azure et bientôt Google Cloud pour l'utilisation des services sur ces clouds publics. Et la partie multi-tenant, donc chaque client a son propre tenant ou peut avoir également plusieurs tenants. Si on a des clients, peut avoir plusieurs tenants par filiale, par exemple, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, un modèle de coût, on passe d'un modèle de coût
vers un modèle CAPEX vers un modèle OPEX. Hein. Donc, vous payez à chaque fin de mois, en fait, une location de ce que vous avez réellement utilisé. Donc, par VM, vous allez payer en fonction du nombre de vCPU, en fonction du nombre de RAM, en fonction du nombre de gigabytes en stockage répliqué, non répliqué, en fonction du nombre de cartes réseau par VM. Il y a un coût qui est défini. Et depuis la création de la machine jusqu'au moment du décommissionnement de la machine, chaque fin de mois, vous recevez une facture qui va correspondre à la consommation. Et donc, si une machine est créée le 14 février, à fin février, vous avez payé 14 jours. Et également, lorsque vous avez décommissionné le 7 juillet, par exemple, vous avez payé 7 jours au mois de juillet. Et entre-temps, vous allez payer donc le mois de consommation. Par contre, si vous augmentez le nombre de vCPU le 30 du mois, vous allez payer un seul jour de cette augmentation du vCPU. Alors ça, c'est donc pour la partie private cloud. Pour la partie public cloud, donc sur Azure, vous savez que si vous éteignez une machine la nuit, par exemple, vous n'allez pas payer la partie compute et la partie vCPU et RAM, vous n'allez pas la payer pendant la nuit. Par contre, vous allez continuer à payer le stockage. Donc toute cette partie pricing est gérée au sein de VRB. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour le futur en termes de What Next? Le PaaSDB, donc on va étendre la partie runtime vers Oracle avec l'utilisation de l'Exadata qui sera complètement intégré également à la plateforme. Vous avez également la possibilité, ce que l'on va faire, donc vous voyez qu'il y a une liste assez étendue de middleware. Hein. Donc, on va, en fonction des besoins des clients, automatiser l'installation de certains middleware parmi cette liste au sein de nos blueprints. Les autres middleware pourront être également demandés à partir du menu, du catalogue de services, mais seront installés en mode industrialisé via un SRQ par nos équipes techniques middleware. Au niveau de OpenShift, ce qu'on a prévu, c'est vraiment la partie environnement hybride du conteneur as a service, c'est-à-dire la possibilité de créer des conteneurs applicatifs en utilisant les microservices des différents clouds publics. Hein. Par exemple, vous allez écrire une application en utilisant des microservices de reconnaissance d'image d'Amazon. Vous allez intégrer la partie Google Maps de Google, tout cela au sein d'une même application. Et l'objectif, c'est pouvoir faire voyager le conteneur sur différents OpenShift, que ce soit un OpenShift qui tourne sur Amazon ou que ce soit un OpenShift qui tourne dans votre private cloud. Ce conteneur va pouvoir voyager, vous allez pouvoir orchestrer le fait de faire tourner les conteneurs sur les différents clouds de manière automatisée. Donc en conclusion, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le portail unique, la ségrégation, donc la sécurité des réseaux, du multitenant, la possibilité de créer des VM Windows, Linux, que ce soit du CentOS, du Red Hat, bientôt du SUSE, le Ubuntu en mode TIAS, en mode PaaS, les différents services managés, les opérations Second Operation, l'Object Storage, l'OpenShift et les loyers mensuels en pay-as-you-use. Et donc, ce qui est prévu pour le futur, c'est l'extension des PaaSDB middleware, la partie OpenShift CAS en mode hybride, le raccordement du cloud, de Google Cloud, hein, qui est prévu dans notre roadmap. On a prévu également de switcher de VRB vers un nouveau produit qui est CloudS, qui est un nouveau produit de VMware qui permet vraiment de faire de la simulation de coûts, hein, non pas d'avoir simplement le report de ce qu'on a consommé sur le mois précédent ou bien de telle date à telle date, mais également de faire des simulations de qu'est-ce que ça va coûter sur Azure, sur Amazon, par rapport à Private Cloud, etc. Et le monitoring avancé, donc on va passer de Tivoli vers un monitoring science logique qui va permettre également de monitorer l'ensemble des clouds publics et privés au sein de même dashboard. Ça, c'est ce qu'on a également prévu dans notre roadmap. Voilà ce qui clôture cette seconde session. Je vais laisser la parole donc à Daniel pour la partie questions-réponses.